Imagine un compte à rebours qui s'égrène dans une salle blanche où tout vibre à l'unisson. Claquement des imprimantes, chuchotement des ingénieurs, halo vert des écrans cathodiques. Nous sommes en février 1962, quelque part entre Cap Canaveral et l'Anglais. Sur le pas de tir attend Friendship 7, la capsule qui doit emporter l'astronaute John Glenn pour le premier vol orbital américain. Le pays retient son souffle, l'ordinateur IBM a craché ses trajectoires. Mais Glenn, calme et têtu, glisse une consigne devenue légendaire. Faites vérifier les chiffres par la jeune femme. Si elle dit que c'est bon, je monte. Au bout du fil, dans un bureau noyé de feuilles millimétrées, une mathématicienne pose sa règle à calcul, relève ses lunettes et recommence la danse des équations. Elle s'appelle Katherine Johnson, et c'est sa plume qui trace la courbe invisible reliant un être humain à l'orbite de la Terre. Pour comprendre comment cette courbe est née, il faut repartir loin en arrière, vers White Sulphur Springs, en Virginie occidentale. Le 26 août 1918, dans une maison de bois nieur une rivière, naît Katherine Coleman, quatrième enfant d'un bûcheron facteur et d'une institutrice. À 10 ans, elle entre déjà au lycée. À 15, elle franchit les grilles du West Virginia State College. Les professeurs s'y passent le mot. Il faut inventer des cours pour elle. Le mathématicien W.W. Schieffelin Claytor ouvre spécialement un séminaire d'algèbre avancée, puis un autre sur l'analyse. Katherine avale polynômes, matrices, séries et géométrie analytique avec une joie candide. Elle observe les ombres, calcule les angles, s'émerveille de pouvoir deviner d'un trait de crayon où tombera un projectile lancé du sol. Les mathématiques ne sont pas pour elle un cloître froid, ce sont des ailes. Diplômée à 18 ans, elle devient enseignante, tout en rêvant de recherche. En 1939, l'Université de l'État ouvre pour la première fois ses études supérieures aux étudiants afro-américains. Katherine est choisie pour intégrer la promotion pionnière. Elle commence un master, mais la vie, plus pressante que la théorie, la rattrape. Elle épouse James Goebel, aura 3 filles et retourne enseigner. Les chiffres patientent sur le bord du cahier. Ils savent attendre la femme qui saura un jour les lancer vers l'espace. Ce jour arrive en 1953. L'aviation américaine, via le NACA, l'ancêtre de la NASA, recrute des computers, des calculatrices humaines qui résolvent à la main les équations de vol. Katherine franchit les grilles de l'anglais et découvre un monde à la fois exaltant et humiliant. Exaltant parce que derrière chaque porte, des idées bourdonnent. Profil d'aile, tourbillon, vitesse supersonique. Humiliant parce que les panneaux colored et white séparent les toilettes, la cafétéria, les files d'attente. On lui dit « Les réunions d'ingénieurs, ce n'est pas pour les femmes ». Elle répond en rangeant calmement ses carnets « J'irai quand même, j'ai des questions à poser ». Sa curiosité opiniâtre la propulse rapidement du pool de calcul vers la division de recherche en vol. Elle ne se contente pas de résoudre, elle veut comprendre. L'ère spatiale déboule dans le siècle comme une comète. En 1961, Alan Shepard s'apprête à devenir le premier Américain dans l'espace. La mission sera brève, une parabole balistique retombant dans l'Atlantique. Mais l'océan, vaste comme l'inconnu, n'aime pas qu'on l'improvise. Où pointer les navires de récupération ? À quelle seconde exacte lancer le missile pour que la capsule retombe dans le bon rectangle d'eau et passant kilomètres plus loin, Katherine, penchée sur le planisphère, fait danser des colonnes de chiffres. La rotation de la Terre, la vitesse initiale, la traînée atmosphérique, l'angle de rentrée. Elle trace la fenêtre de tir et le point de retombée. Quand Shepard amérit exactement là où sa règle l'avait promis, personne ne crie au miracle. On serre des mains. Elle range sa latte et pense déjà à l'orbite suivante. L'orbite suivante, c'est John Glenn. Cette fois, pas une simple cloche lancée et retombée, mais une mise en orbite, 3 tours complets autour de la Terre et un retour sûr. Les premiers ordinateurs, nouveaux dieux de métal, moulinent des matrices à la vitesse de l'éclair. Pourtant, au cœur de l'opération, une inquiétude sourde. Si une seule ligne de code déraille, l'homme là-haut n'aura plus de planète à laquelle revenir. Alors Glenn, qui a vu Katherine vérifier des trajectoires de main de maître, demande qu'on lui apporte ses équations manuscrites. Les bandes IBM lui sont remises et elle les reprend à la main pour recomposer l'orbite, vérifier l'ellipse, la précession, le point d'allumage rétrograde, la porte de rentrée. Des heures plus tard, c'est bon. Glenn s'attache, la fusée hurle et l'Amérique découvre la Terre bleue en direct. La légende retient l'image, la mathématique, elle garde le nom. Ce que Katherine accomplit n'est pas seulement de vérifier des chiffres. Elle traduit l'univers en une grammaire que l'on peut piloter. Elle relie des mondes. Celui du crayon et celui de la machine, celui de l'intuition géométrique et celui des matrices numériques. Elle publie des articles techniques, parmi les premiers co-signés par une femme dans son service, sur l'azimut de mise en orbite, sur les fenêtres de rendez-vous. Son bureau devient un carrefour où passent ingénieurs, programmeurs et astronautes venus poser la même question, déclinée à l'infini. Comment rentrer, exactement ?
Dans les couloirs, la ségrégation recule à petits pas. Les panneaux disparaissent, non par magie, mais sous l'effet d'une somme de courage ordinaire. L'un de ces courages porte des lunettes à monture claire et sert des sandwichs dans du papier brun pour gagner du temps. Catherine ne harangue pas. Elle persiste. Elle réclame d'être dans la pièce où se prennent les décisions car je ne peux pas corriger une équation que je n'ai pas entendue naître. Elle ne veut pas être l'exception inspirante, mais la preuve banale que le talent est indifférent aux catégories. Viennent les années Apollo. Quand l'objectif passe de toucher l'espace à marcher sur la Lune, les calculs deviennent des haïkus de précision. Il faut faire coïncider deux corps poursuivant des ellipses différentes autour d'un troisième, prévoir les fenêtres translunaires, les corrections de mi-parcours, l'ombre de la Terre sur la trajectoire et le cône brûlant de la rentrée atmosphérique. Catherine travaille sur les trajectoires et sur des procédures de retour qui, en cas de problème, permettent à la capsule de regagner la Terre en suivant des arcs de grand cercle. Ce sont des garde-fous mathématiques, tapissés de chiffres, que l'on espère ne jamais utiliser. L'histoire, capricieuse, montrera combien ces garde-fous valent de l'or. Pendant ce temps, la vie continue de lui lancer ses propres équations. Son mari James Goebel tombe malade et meurt en 1956. Elle élève leurs 3 filles et plus tard épouse Jim Johnson, un militaire à l'humour doux qui l'encourage à poursuivre. Dans leurs albums, on voit une femme souriante posée devant des graphiques, puis devant une maison simple, puis au bras d'un astronaute, puis devant une classe d'écoliers, toujours le même éclat dans le regard. La joie pédagogique de partager le sens d'une trajectoire. Elle le répète. Les maths nous donnent des réponses, mais surtout elles nous apprennent à poser les bonnes questions. La décennie 1970 déroule ses rubans, fusée Saturne V, joyeux vacarme des salles de calcul, puis calme nouveau. Catherine continue à publier, à passer des projets spatiaux aux satellites d'observation terrestre, puis au Space Shuttle. À chaque étape, la même humilité, nous sommes une équipe. Elle prend sa retraite en 1986, presque à regret, comme on ferme à contre-cœur un livre passionnant arrivé à sa dernière page. Elle n'imagine pas encore que la société, des décennies plus tard, s'occupera enfin de rattraper le générique oublié. Il faudra un livre, puis un film pour que l'on prononce à haute voix les noms de celles sans qui l'étoffe des héros se serait déchirée. Hidden Figures remet en lumière le trio Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson et avec elle, des dizaines d'autres computers afro-américaines. Mais la reconnaissance ne s'arrête pas aux applaudissements des salles obscures. En 2015, le président Barack Obama remet à Catherine la médaille présidentielle de la liberté, plus haute distinction civile américaine. En 2016, la NASA baptise un bâtiment de l'anglais Katherine G. Johnson Computational Research Facility. Les hommages se succèdent, sobres, mérités, tardifs. Elle, fidèle à son style, sourit, remercie, puis revient à l'essentiel, encourager les jeunes à aimer les nombres. Catherine s'éteint le 24 février 2020, à 101 ans. Les communiqués officiels la saluent. Les réseaux s'emplissent d'images d'une septuagénaire riant sous un ciel bleu, d'une nonagénaire ajustant une médaille trop lourde pour ses épaules fragiles. On remet en avant une phrase qu'elle affectionnait. « Je ne travaillais pas pour être la première. Je travaillais pour faire le travail. » Sur certains bureaux, des ingénieurs collent encore une feuille griffonnée. « Quand tu doutes, reviens à la géométrie. » Ce conseil simple, à la portée de l'écolier comme du cosmonaute, dit assez ce qu'elle a transmis. Une discipline joyeuse. Car la vraie leçon de Katherine Johnson ne tient pas seulement à la performance d'avoir vérifié la nuit des trajectoires dont dépendaient des vies. Elle tient à l'élégance d'avoir relié des univers que l'on prétend séparer. La rigueur et la poésie, la science et l'éthique, l'individu et l'équipe, le crayon et l'ordinateur. Elle a rappelé qu'un chemin n'existe pas avant qu'on l'ait tracé, et que le courage, parfois, se conjugue au présent de l'indicatif. Je demande, j'entre, je corrige, je signe. Elle n'a pas renversé les murs par des slogans. Elle a montré, preuve après preuve, que le talent gagne du terrain en travaillant. Alors si tu t'es déjà dit que telle ligne de code n'était pas pour toi, que tel cours te dépassait, que tel couloir n'était pas le tien, pense à cette jeune femme qui a demandé la chaise qui manquait dans la salle où tout se jouait. Souviens-toi de la règle qui glisse sur le papier, du compas qui mord la feuille, de l'ellipse qui grandit jusqu'à toucher la lune. Les maths, sous sa main, n'étaient ni un trophée ni un triomphe solitaire. C'était un pont. Et ce pont, aujourd'hui encore, nous permet de passer d'une rive à l'autre, du rêve à la réalité. Si cette traversée dans la vie de Katherine Johnson t'a inspiré, abonne-toi à Destins épiques et active la cloche. D'autres trajectoires t'attendent déjà, de Jeanne Barret qui a contourné le monde en secret à Eddie Lamar qui a inventé, sans le savoir, la base du Wi-Fi. Dis-moi en commentaire, quel est le problème que tu rêves de poser et quelle trajectoire traceras-tu pour le résoudre ?